Bonjour tout le monde, je pense qu'on peut commencer. Bienvenue au lancement du dossier thématique Accessibilité financière aux études, quelles conditions pour la réussite étudiante de l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur. Je suis Mélissa Landry, responsable des communications à l'ORES et j'ai le plaisir d'animer le lancement aujourd'hui. L'équipe de l'ORES est particulièrement heureuse de constater qu'on a avec nous des personnes de plusieurs milieux, collégiales, universitaires, recherche, partenaires, gestionnaires, professionnels. Merci d'être avec nous. Donc, l'objectif du lancement aujourd'hui est de présenter les constats principaux émis dans le dossier et les pistes d'action proposées pour orienter la prise de décision des acteurs et actrices de l'enseignement supérieur. D'abord, Julie Gagné, directrice de l'Observatoire, va vous expliquer le mandat de notre organisation. Ensuite, Julie et ma collègue Audrey Bouchard-Lachance, responsable de la mobilisation, vous parleront des faits saillants du dossier thématique. Et dans un troisième temps, Audrey poursuivra en présentant les outils et activités proposés aux équipes des collèges et des universités. Pour terminer, il y aura une période de questions. Mais avant de débuter, voici quelques informations techniques. Votre micro et votre caméra sont présentement fermés. Nous vous invitons à les garder fermés pendant toutes les présentations. Des questions pourront être posées de vive voix à la fin lors de la période de questions. Il est possible en tout temps, cependant, d'intervenir dans le clavardage. Aussi, le lancement est enregistré. L'enregistrement sera rendu disponible sur le site de l'ORES après l'activité. Et lorsque ce sera en ligne, vous recevrez un courriel pour vous en aviser. Je laisse maintenant la parole à Julie Gagné, directrice de l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur. Bonjour, merci Mélissa. Donc, bonjour à tous et à toutes. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être devant vous aujourd'hui pour vous présenter notre tout nouveau dossier thématique. Quelques mots sur le reste avant d'entrer dans le vif du sujet. Notre mission à l'Observatoire, c'est de partager les savoirs les plus pertinents sur la réussite étudiante dans le but d'offrir une vision prospective qui va être utile à tous pour la mise en place de mesures efficaces et concrètes en soutien à la réussite de toutes les personnes étudiantes. Nous sommes donc un lieu de convergence pour tous les acteurs et les actrices des milieux collégiales et universitaires qui interviennent et s'impliquent pour la réussite étudiante. Évidemment, ceux et celles qui sont en première ligne, donc les membres du corps enseignant et du corps professoral, du personnel professionnel, technique et de soutien, mais aussi l'ensemble du milieu de la recherche, les gestionnaires, le personnel des organismes gouvernementaux et de la société civile, ainsi que les regroupements étudiants. Donc, comme le disait Mélissa, merci d'être avec nous aujourd'hui. Notre offre de service à l'ORES est présentée un petit peu sous la forme de schéma que vous voyez présentement. Donc, ça s'articule au cours de trois axes principaux: informer, rassembler et engager. En effet, dans un premier temps, l'ORES informe, c'est-à-dire qu'il vulgarise et communique les résultats des plus récentes recherches scientifiques et les initiatives porteuses émanant de vos établissements d'enseignement. On le fait à travers nos articles de veille qui sont présentés de façon bi-hebdomadaire dans notre infolette. On le fait aussi à travers nos dossiers thématiques annuels, dont celui d'aujourd'hui, et finalement à travers notre revue de vulgarisation scientifique sur la réussite en enseignement supérieur qui a été lancée au printemps dernier. Ensuite, l'ORES rassemble en favorisant divers maillages, que ce soit interdisciplinaire, interétablissement et aussi interordre. Donc, on fait ça, entre autres, à travers les différents comités que l'on crée et que l'on anime, mais aussi à travers diverses activités publiques que l'on organise, parfois en lien avec les dossiers thématiques et d'autres fois sur d'autres sujets relativement à la réussite. Finalement, l'ORES engage les milieux en travaillant à inspirer et accompagner les équipes dans la mise en œuvre du soutien aux étudiants et aux étudiantes. On fait ça à travers, entre autres, la documentation et la diffusion de pratiques inspirantes qui proviennent de vos milieux, de vos établissements pour les faire connaître au plus grand nombre de personnes, ou encore à travers nos propositions de pistes d'action concrètes. D'ailleurs, donc, je vous reparlerai de ces pistes d'action dans un instant puisqu'elles font partie intégrante de nos dossiers thématiques. Voici donc notre dossier, accessibilité financière aux études, quelles conditions pour la réussite étudiante. Évidemment, considérant la hausse du coût de la vie, l'inflation, la crise du logement ou encore l'endettement croissant par le crédit à la consommation, je ne pense pas avoir besoin de vous faire la démonstration que la question est évidemment très actuelle.
Je vous donne quand même quelques chiffres relativement à la population étudiante. Il faut savoir que la moitié de la population étudiante avance que les enjeux financiers ont un impact négatif sur leurs études. Environ 20 ressentiraient beaucoup de stress en lien avec leurs propres difficultés financières. Certaines études montrent que le quart se dit même découragé à poursuivre un autre projet d'études à cause de limitations financières. Finalement, on sait que les répercussions de l'inflation sont disproportionnées pour certaines personnes étudiantes et donc vont amener à creuser encore davantage les inégalités sociales et économiques qui sont déjà existantes. Donc, dans notre dossier, nous avons voulu offrir un tour d'horizon complet de l'impact de la précarité financière sur l'accessibilité, la persévérance et la diplomation en enseignement supérieur. Les données probantes de la recherche et les analyses scientifiques sont les pierres d'assise de notre travail, comme toujours, mais au-delà de la rigueur scientifique, nous nous sommes donné le mandat de vulgariser le contenu pour présenter les constats de façon accessible et applicable à vos milieux. Donc, 2 messages, je vous dirais, essentiels sous-tendent l'ensemble du dossier. D'abord, le fait que sensibiliser nos milieux sur la variété des manifestations de la précarité financière, c'est important, puis ça a un impact évidemment indéniable sur la réussite dans son ensemble. En même temps, cette précarité financière étudiante n'est pas une fatalité. Donc, il existe plusieurs leviers qui sont à notre disposition pour mitiger ses effets sur la réussite. C'est ce qu'on essaie de mettre en lumière dans le dossier avec plusieurs exemples, plusieurs pistes. Comme tous nos dossiers, nous nous sommes associés à des experts et des expertes en créant un comité consultatif ad hoc spécifique pour le dossier sur l'accessibilité financière. Ce comité nous a accompagnés du début à la fin, de l'idéation du dossier jusqu'à sa validation. Comme toujours, notre dossier se fonde sur la littérature scientifique récente et les membres de notre comité ont donc joué un rôle important à cet égard. Je vais donc prendre quelques minutes pour vous les présenter et les remercier par la même occasion pour leur contribution significative. Donc, Pierre-André Bouchard-Saint-Amand, professeur-chercheur à l'ENAP. Yann Martel, président de l'Association québécoise des responsables de l'aide financière aux étudiants et conseiller en aide financière à l'UQTR. Elisabeth Pérez, directrice des ressources socio-économiques à l'Université de Montréal. Maryse Tétrault, coordonnatrice du comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études. Et finalement, Laurence Vallée, professeure d'économie au Collège d'Allemand et étudiante à la maîtrise à l'ENAP. Donc, merci à vous. J'aimerais finalement souligner la part des membres de mon équipe qui ont été directement impliqués dans la création du dossier. Donc, Karine Vieuxfort, notre responsable scientifique à l'Observatoire, Audrey Bouchard-Lachance à la mobilisation des connaissances pour l'ensemble de la réflexion sur la facture visuelle de la présentation, les outils médiatisés du dossier et aussi la programmation d'animation qui va suivre le lancement. Et finalement, la dernière et non la moindre, Amélie Deschenauguet, qui est la rédactrice principale du dossier. Amélie nous a quittés récemment pour relever un défi professionnel auprès du nouveau commissaire à la langue française du Québec. Donc, c'est la raison pour laquelle je la remplace aujourd'hui pour présenter le dossier. Donc, en somme, ce dossier-ci, c'est plus d'1 an de travail et l'implication de nombreuses personnes. Encore une fois, merci à tous ceux et celles qui l'ont rendu possible. Donc, j'ai suffisamment aiguisé votre patience. Entrons donc dans le vif du sujet. Parlons structure, premièrement, à propos du dossier. Donc, pour faciliter son appropriation, notre dossier est divisé en différentes courtes sections. Donc, après une première section qui va camper le contexte actuel ayant motivé le choix de notre sujet, le corps du dossier est divisé en 4 enjeux centraux pour lesquels nous suggérons, comme je vous le disais plus tôt, des pistes d'action qui elles-mêmes vont être divisées selon les corps professionnels du milieu de l'enseignement supérieur. Donc, les 4 enjeux qui ont été retenus pour le dossier ont été retenus selon 4 conditions, je dirais, socio-économiques favorisant la réussite étudiante, ou le lien constant entre précarité financière et réussite. Donc, un premier enjeu sur la sécurité alimentaire, un deuxième sur le logement abordable, un troisième enjeu sur le programme, plus spécifiquement sur le programme d'aide financière aux études, et finalement sur la rémunération étudiante adaptée. Donc, en plus de ces enjeux, le dossier offre aussi des définitions un peu plus élaborées de certaines notions clés pertinentes. On va vous en parler un petit peu plus tard. Une incursion prospective sur l'idée d'un programme de littératie financière.
et finalement des exemples de pratiques inspirantes. Donc, on va faire le tour des grands messages du dossier. Bon, on tend à oublier que on tend à l'oublier, pardon, lorsqu'on parle d'enseignement supérieur, mais une alimentation saine et équilibrée, c'est une condition nécessaire à des études. Or, la flambée actuelle du coût de la vie est particulièrement visible dans le panier d'épicerie. L'insécurité alimentaire est plus élevée chez la population étudiante que dans le reste de la population active et elle touchait déjà avant la pandémie de COVID-19 et le contexte inflationniste près de 30 à 40 des étudiants et des étudiantes. Au niveau canadien, c'est une personne étudiante sur 5 qui avoue ne pas pouvoir s'offrir des repas équilibrés ou sains, ou encore qui se dit devoir sauter des repas ou manger moins pour éviter de manquer de nourriture. Les personnes étudiantes qui déclarent souffrir d'insécurité alimentaire auraient près de 3 fois plus de risques de souffrir de dépression et près de 2 fois plus de risques d'avoir un trouble anxieux. Elles sont aussi plus susceptibles de reporter leurs études en raison de difficultés financières. Les personnes étudiantes qui souffrent d'insécurité alimentaire auraient aussi 2 fois moins de chances d'obtenir un diplôme de baccalauréat et encore moins d'obtenir un diplôme de maîtrise. Notre dossier présente donc diverses initiatives pour favoriser la sécurité alimentaire dans les collèges et les universités. On vous en a nommé quelques-unes ici, là, mais évidemment, il y en a plusieurs autres dans le dossier rédigé. Donc, on parle, par exemple, d'épicerie solidaire. Ça va jusqu'aux ateliers de cuisine sur les campus pour développer les compétences, l'idée des frigos partage, des armoires d'urgence, les diverses pratiques d'agriculture urbaine, les programmes aussi misant sur les cafés étudiants, les cafétérias et les épiceries sur les campus, un peu pour contrer les déserts alimentaires, etc. Deuxième enjeu que l'on traite dans le dossier, donc le logement abordable comme condition, encore une fois, de la réussite. La crise actuelle du logement touche évidemment de plein fouet la population étudiante. Encore une fois, quelques chiffres. 2 personnes étudiantes sur 3 consacrent plus de 30 de leur revenu au logement. Ce 30 %-là, c'est le seuil de ce qu'on dit être un logement dit abordable. Donc, certaines populations étudiantes sont plus vulnérables à cet enjeu-là. C'est le cas, par exemple, des minorités visibles pour lesquelles le prix moyen d'un logement documenté là, est plus élevé que pour la population étudiante générale. C'est le cas aussi des étudiants internationaux qui n'ont pas de réseaux sociaux souvent bien établis, qui rencontrent des barrières linguistiques dans plusieurs cas et qui ont souvent de plus faibles revenus. Encore ici, le dossier met en lumière plusieurs initiatives pour favoriser un logement étudiant abordable. J'en ai noté quelques-unes. Donc, par exemple, faire connaître des initiatives comme celle que l'on nomme Passe-moi ton bail, qui lutte contre la hausse abusive des loyers. Créer des répertoires d'offres locales de logement sur les campus, par exemple, spécifiques pour les étudiants. Favoriser la création de partenariats pour la construction de logements étudiants. Multiplier les projets et les modèles de résidence étudiante, par exemple les projets à but non lucratif comme des coopératives ou comme le fait l'unité de travail pour l'implantation de logements étudiants utiles. S'associer à des organismes aussi de droit des locataires pour mieux faire connaître les lois liées à l'habitation au sein de la population étudiante. Ce sont diverses initiatives qui vont dans cette bonne direction-là. Il y en a plusieurs autres, encore une fois, dans le dossier. Là, ça va des programmes de cohabitation intergénérationnelle qu'on a vu passer certainement dans certains médias ou à des programmes d'hébergement en famille d'accueil pour la population étudiante internationale. Donc, encore une fois, ce n'est pas une question de fatalité. Il y a plusieurs initiatives que l'on peut mettre en œuvre ou en collaboration dans nos établissements pour améliorer la situation. Troisième enjeu traité dans notre dossier, le Programme québécois d'aide financière aux études, mieux connu sous le terme de Programme des prêts et bourses. Donc, le programme de prêts et bourses, c'est l'un des piliers du modèle québécois d'accessibilité aux études supérieures qui a été mis en place dans les années 60. Il est évidemment fondé sur la rétribution et donc continue d'avoir des effets positifs sur l'accessibilité à l'enseignement supérieur de plusieurs groupes de la population étudiante, entre autres les gens aux revenus faibles ou encore les étudiants de première génération. Le programme va réduire les barrières financières et les inégalités des chances. Le dossier offre donc une bonne description du programme avec ses principes, son historique aussi, on a une échelle du temps, et ses principaux éléments.
Toutefois, comme il s'agit quand même d'un programme qui existe depuis de nombreuses années, on discute aussi au sein du dossier de 3 voies possibles d'actualisation. Premièrement, cette idée de reconsidérer possiblement la durée des études reconnues dans la période d'admissibilité aux prêts et bourses. Je vais vous donner un exemple pour illustrer. Donc, l'exemple du diplôme collégial préuniversitaire pour lequel la période d'admissibilité aux prêts et bourses présentement est de 24 mois, soit 2 ans complets. Or, 38 de la population étudiante obtient ce diplôme en 2 ans. Le taux passe à 64 en 3 ans et à 71 en 4 ans. Donc, considérant que le taux d'obtention d'une sanction d'études préuniversitaires est en baisse depuis de nombreuses années, il pourrait être intéressant, certaines personnes l'avancent, de réviser la durée d'admissibilité pour garantir une aide financière jusqu'à la fin effective des études. À l'autre bout du spectre, pour le doctorat, par exemple, ce doctorat-là est financé pour une durée de 4 ans, alors que la durée moyenne des études doctorales est d'un peu plus de 5 ans. Donc, encore une fois, ici, il est important de financer la durée totale des études doctorales puisque les enquêtes nous démontrent que le taux de diplomation est à son maximum lorsque la doctorante ou le doctorant se consacre entièrement à son projet de formation. Donc, le fait de considérer la durée effective des études pourrait avoir un impact positif sur la réussite, la motivation et le temps nécessaire à terminer et donc à diplômer. Deuxième proposition d'actualisation, de mieux reconnaître l'hétérogénéité des parcours et donc d'essayer de tenir mieux compte des études à temps partiel. Ici, je n'entre pas dans la discussion assez complexe. C'est une discussion effectivement donc assez complexe, puis on va surtout attirer l'attention dans le dossier sur le fait que certaines nuances sont à faire d'un côté comme de l'autre, mais ça demeure un élément qui est largement discuté présentement dans l'actualisation du dossier et surtout en lien avec justement l'hétérogénéité des parcours. Donc, ça demeure quelque chose d'important pour la révision. Finalement, troisième point d'actualisation, cette idée de viser la complémentarité des mesures d'aide financière. C'est-à-dire ici en développant une vision peut-être plus structurante d'un programme d'aide financière au sens large, une vision qui impliquerait donc une meilleure communication entre les différents intervenants, donc entre les différents ministères impliqués dans le financement des études supérieures, les différents paliers gouvernementaux aussi entre le fédéral et le provincial, les établissements d'enseignement eux-mêmes qui offrent évidemment toute une série, plusieurs options de bourses et d'aide financière. Les organismes subventionnaires de la recherche aussi, jusqu'aux fondations privées où il y a plusieurs bourses. Donc, d'essayer de voir une meilleure communication entre ces différents acteurs-là pour développer une vision structurante justement de l'ensemble de l'aide qui est apportée, mais également une meilleure circulation de l'information pour l'ensemble du personnel qui œuvre pour la réussite. Donc, c'est-à-dire que l'information sur l'aide financière qui peut être offerte à un étudiant ou une étudiante, que cette information-là ne vise pas seulement les services d'aide financière des établissements, mais l'ensemble des acteurs impliqués dans le soutien aux étudiants, le corps professoral, l'aide psychologique, etc., parce que l'ensemble de ces personnes-là peuvent peut-être sûrement offrir puis orienter les étudiants et les étudiantes vers les ressources qui peuvent leur être destinées. Quatrième et dernier enjeu de notre dossier, donc la place du travail rémunéré en réponse à cette précarité financière-là et son impact sur la réussite étudiante. Donc, le travail rémunéré pendant les études a connu une progression fulgurante au Québec depuis les années 80. À ce jour, donc environ les 2/3 des personnes étudiantes de niveau collégial et universitaire ont un emploi, principalement en temps partiel et principalement dans le secteur des services. Ce constat, vous le savez, c'est souvent la source de préoccupation et de discussion dans l'espace public. Donc, on a voulu aller voir ce que la recherche nous disait, puis s'il y avait des données sur ces questions-là, puis de voir quel impact ça pouvait avoir réellement sur la réussite. Or, les études démontrent que le travail pendant les études peut contribuer à la réussite, mais sous certaines conditions. Donc, d'abord, ne pas dépasser un certain nombre d'heures. Le seuil varie d'une étude à l'autre et selon le type d'étudiant et d'étudiante qui est observé, mais en général, on va dire que ça oscille entre 15 et 25 heures, donc selon les situations. Évidemment, c'est très large parce que ça dépend beaucoup des profils étudiants.
des situations particulières. Donc, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dépasser un certain nombre d'heures, les effets sont davantage négatifs que positifs. Mais à l'intérieur de d'une quinzaine d'heures, ça peut avoir un effet positif sur la réussite. Puis deuxièmement, ça a un effet davantage positif lorsque le travail est en lien avec les études, parce qu'évidemment, ça va permettre plus facilement d'appliquer les connaissances qui ont été enseignées, puis de favoriser aussi l'engagement et la motivation des étudiants et des étudiantes par rapport à leur milieu d'études, par rapport à leurs études. Ça peut favoriser aussi leur insertion socio-professionnelle par la suite. Donc, l'idée, c'est avec ces deux conditions-là, on voit comme un levier le fait d'offrir ce type de rémunération-là ou de travail pendant les études. L'enjeu ou cette section-là du dossier nous permet aussi de discuter brièvement de la question des stages. Évidemment, la question des stages non rémunérés est aussi un enjeu très actuel et discuté dans l'espace public depuis de nombreuses années avec beaucoup de représentation, entre autres, des différents regroupements étudiants. En ce sens, évidemment, la question des stages non rémunérés, ça exacerbe nécessairement la précarité financière étudiante. Ça, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Au Québec, le nombre des stages étudiants réalisés chaque année au niveau collégial et universitaire est estimé à plus de 120 000. Il faut savoir que de ce nombre, une minorité est rémunérée et dans une forte proportion, les stages non rémunérés sont réalisés dans des domaines à prédominance féminine. Évidemment, le stress financier additionnel lors des stages et la surcharge des rôles qui s'ensuit est problématique. Ça a un impact, encore une fois, disproportionné sur certaines populations étudiantes. Dans le dossier, on s'est attardé sur l'une d'entre elles, c'est-à-dire le cas des étudiantes parents. Donc, je vous invite je n'irai pas dans les détails, mais je vous invite à aller voir un petit peu l'effet particulier. Puis l'image que vous voyez, c'est cette idée de surcharge des rôles et du fait que ça s'additionne en période de stage, souvent pour quelqu'un qui a des difficultés financières, qui doit travailler en même temps. Mais si le stage est non rémunéré, ça veut dire qu'il y a l'étude, le travail rémunéré et le stage non rémunéré. Donc, il y a une surcharge, évidemment, des rôles et des besoins durant cette période-là. Ça a un impact direct sur la capacité à réussir, évidemment. Ici aussi, donc, plusieurs pistes d'action sont proposées. Pour en nommer quelques-unes, donc guider les étudiants et les étudiantes vers des emplois en lien avec leur domaine d'études. Là, ça revient au constat que je vous ai dit tout à l'heure. Faire connaître le rôle des conseillers et des conseillères en emploi sur les campus pour permettre aux étudiants et aux étudiantes d'y avoir accès peut-être plus tôt dans leur processus, dans leur parcours d'études. Sensibiliser aussi les employeurs à la conciliation travail-études et à l'importance, évidemment, de la réussite du programme d'études. Créer des emplois sur le campus, notamment pour la population étudiante internationale pour qui c'est plus difficile d'avoir un travail rémunéré hors campus. Poursuivre le dialogue avec les gouvernements, évidemment, au sujet des stages non rémunérés puis des différentes options possibles pour diminuer cette surcharge-là. Je termine finalement avec, après le traitement je vous ai présenté nos 4 enjeux principaux. Donc, dans le dossier, on offre aussi quelques pistes dans l'élaboration d'un programme de littératie financière qui serait davantage adapté à la population étudiante. On se rend compte que finalement, la connaissance de la population étudiante aux finances personnelles est souvent assez limitée. Donc, à la lumière d'initiatives qui ont été menées dans certaines autres universités à l'extérieur, entre autres du Québec, on essaie de mettre en lumière justement l'intérêt de développer au sein de nos établissements ici des programmes de littératie financière qui sont adaptés. Donc, pour nommer quelques aspects dont on parle dans cette section-là, donc, ça renverrait un programme qui reverrait les bases de l'éducation financière. Donc, en parlant, par exemple, de revenus, de dépenses, de budget, mais aussi des différents types d'endettement, puis de la différence entre un endettement à cause d'un prêt étudiant, par exemple, puis l'endettement dû au crédit à la consommation et de l'implication de ces différents types d'endettement-là sur le futur des finances de la personne.
Ensuite, ce sera un programme qui serait évidemment adapté au parcours d'études, donc avec des jalons différents en début de parcours ou en fin d'études, mais aussi qui serait pensé selon certains moments cruciaux de l'année académique. Donc, par exemple, montrer ou donner de l'information ou du counseling par rapport à un budget serait plus adapté en début d'année qu'en fin de session, par exemple. Et finalement, ce sera un programme qui miserait sur l'enseignement de la pensée critique, parce qu'on est quand même en enseignement supérieur, et donc le développement du sentiment de compétence face aux enjeux financiers, mais aussi face à la sollicitation puis au discours des institutions financières. Ce qui fait que c'est un programme de littératie financière qui pourrait permettre, en fait, dont l'investissement irait bien au-delà des étudiants et des étudiantes et de leur précarité financière, mais d'un but plus large d'éducation au sein de la société face aux questions financières et de finances personnelles. Bref, donc, dans le dossier, dans ce que je vous ai présenté, plusieurs pistes de réflexion, d'actions concrètes pour contrer la précarité financière ou en tout cas soutenir les étudiants dans ces difficultés-là. Donc, je m'arrête ici pour cette section-là. Donc, ça fait le tour des enjeux principaux. Je vais repasser la parole à Mélissa. Merci beaucoup, Julie. C'est l'occasion pour moi, en fait, de présenter ma collègue qui va poursuivre. Donc, Audrey Bouchard-Lachance, responsable de la mobilisation. Audrey va terminer la présentation du dossier et va vous parler aussi des outils et activités. Donc, à toi, Audrey. Merci beaucoup, Mélissa. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je poursuis la présentation en vous parlant des notions clés. Donc, comme Julie vous l'a mentionné plus tôt, on s'est intéressé à deux notions en particulier. Donc, celle de l'insécurité alimentaire d'abord. Dans cette section-là, on va traiter des conditions nécessaires pour être en situation de sécurité alimentaire, mais aussi qu'est-ce que ça implique d'être en situation d'insécurité alimentaire. Et dans un deuxième temps, on s'est intéressé à la notion d'endettement étudiant. Donc, comme Julie aussi vient d'en dire un bref mot, là, on va présenter les types d'endettement. Donc, l'endettement lié à la consommation, là, le crédit à la consommation et aussi l'endettement par des prêts gouvernementaux. Donc, comment ces types d'endettement-là se répercutent sur la situation des personnes étudiantes et on discute aussi surtout comment ça peut être à la fois un levier ou parfois un frein aussi à la réussite étudiante. Donc, ce sont des questions qui demandent un peu plus de nuances et c'est ce qu'on a essayé de traiter à travers les deux notions clés. Donc, à l'écran, là, vous avez des exemples d'images qui sont tout au long du dossier, là, autant en version PDF que HTML, qui viennent supporter la lecture des différentes sections du dossier. Et ces images-là font également partie du coffre à outils, donc qui est une section distincte que je vais vous présenter dans un instant, qui viennent dans le fond un peu appuyer et qui peuvent être évidemment réutilisées là, par vous dans le cadre du travail autour des notions d'accessibilité financière aux études. Donc voilà pour les notions clés. Ensuite, pour notre répertoire de pratiques inspirantes, donc on a un répertoire de pratiques inspirantes sur notre site web qu'on bonifie là, à plusieurs moments dans l'année. Pour ce qui est du dossier actuel, on a retenu deux pratiques inspirantes qui portaient sur l'accessibilité financière aux études. Donc, dans un premier temps, celle des Agorae, qui est une initiative de la Fédération des associations générales étudiantes en France. C'est un réseau qui comporte présentement 40 espaces de vie solidaires, donc qui vont favoriser surtout la sécurité alimentaire, évidemment, mais qui servent aussi à informer au sujet de la sécurité alimentaire, à créer des liens dans la communauté étudiante et aussi d'engager cette communauté étudiante-là à l'entraide, à la solidarité. Le tout, dans le fond, là, c'est géré par des personnes étudiantes bénévoles. Donc, c'est vraiment une initiative par et pour les personnes étudiantes en France. Donc, voilà pourquoi on voulait attirer votre œil là-dessus. Et une autre pratique inspirante, on l'a pris en Colombie-Britannique. Donc, c'est celle du BC Campus Open Education. C'est une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur en Colombie-Britannique, bien sûr, maintenant gérée par l'organisme BC Campus. Donc, cette initiative-là, elle vient supporter la création et l'adaptation de manuels libres et offre aussi un catalogue de ressources éducatives libres, donc ce qu'on appelle l'acronyme les REL,
dans un but de réduire les coûts associés aux études supérieures. Parce qu'on sait qu'au-delà de l'argent pour le loyer, de l'argent pour l'épicerie et autres frais de scolarité, ben, entrent en ligne de compte les frais liés au manuel d'études, donc plus particulièrement dans certains domaines, là, mais ça peut représenter un gros montant pour les personnes étudiantes. Donc, le but est de rendre accessible des manuels pour des cours où il y a une grosse masse étudiante là, qui suivent les mêmes cours et d'offrir des livres gratuitement. Donc, il y a des initiatives aussi québécoises là, qui existent, qui commencent à poindre là, vers les ressources éducatives libres, mais il y en est question là, dans cette pratique inspirante-là. Donc, c'est en essor, je dirais, au Québec pour le moment. Donc, voilà pour les pratiques inspirantes. Et maintenant, notre coffre à outils. Donc, c'est une section distincte sur notre site web. Vous allez voir dans le dossier. Euh, il y a plusieurs choses qui sont présentement là. Il va y en avoir aussi qui vont s'ajouter au fil du temps, là, probablement à l'hiver prochain. Donc, présentement, il y a une ligne du temps interactive qui traite de l'histoire de l'aide financière aux études au Québec. Donc, tout à l'heure, Julie vous parlait là, du programme d'aide financière aux études, ce qu'on appelle là, communément le programme des prêts et bourses. Donc, ça vient relever un peu la ligne du temps les prémices de ce programme-là, donc de 1966 jusqu'à aujourd'hui, en 2023, comment ça s'est déployé, quelles ont été les transformations que les programmes ont subies. C'est un outil qu'on pense intéressant pour mieux comprendre comment on y en est arrivé, pardon, collectivement à avoir les programmes d'aide financière aux études actuelles. Donc, c'est bon de faire un petit retour dans le passé, puis de voir aussi de quelle manière, notamment les revendications étudiantes, tout ça ont permis là, de garder des frais de scolarité assez bas à travers les années. On a également dans notre coffre à outils une infographie qui vient synthétiser là, les grandes lignes du dossier. Le format d'infographie, bien évidemment, ça se partage bien, ça se diffuse bien et c'est un outil, dans le fond, qui accroche l'œil, mais le but étant de rediriger, si on veut plus d'informations, vers le dossier, mais ça fait un bon résumé quand même. Ensuite, on a nos fiches sur les pistes d'action. Donc, Julie aussi vous en a parlé abondamment. Donc, elles sont à l'intérieur du dossier, mais on les a également mis dans le coffre à outils pour qu'elles soient téléchargeables et que vous puissiez les utiliser là, comme bon vous semble dans vos milieux. Donc, c'est une liste de façons, de pistes d'action, de façons concrètes d'agir pour favoriser l'accessibilité financière aux études. Il y a une fiche de piste d'action pour chaque enjeu, donc les 4 enjeux que Julie vous a présentés tout à l'heure, et elles sont destinées à des publics cibles précis. Donc, ça peut être soit des directions des gestionnaires d'établissements, des services à la vie étudiante, des services de placement d'emploi, les responsables de l'aide financière aux études, le ministère de l'enseignement supérieur ou même les organismes subventionnaires de la recherche. Donc, bref, il y en a pour tous les goûts et tous les types de publics. Et ça vient vraiment, dans le fond, donner des idées de comment on peut agir sur les différents enjeux qui sont soulevés par le dossier. Et finalement, dans le coffre à outils, présentement, on a une présentation PowerPoint. Donc, c'est une présentation qui couvre les faits saillants du dossier. Puis ça peut être utile pour avoir un tour d'horizon là, rapide du contenu du dossier, puis aussi mettre la table si vous voulez avoir des discussions d'équipe, former un comité, un groupe de travail qui va se pencher sur l'accessibilité financière aux études. Ben, ça permet pour les personnes qui n'auraient pas lu le dossier au complet, mais qui auraient peut-être envie d'en savoir plus par la suite, de mettre la table rapidement, commencer des discussions en présentant, en brossant un petit portrait là, des contenus du dossier. Et évidemment, comme tout le matériel là, qui est mis à disposition sur notre coffre à outils, c'est sous licence Creative Commons, donc c'est téléchargeable, ça peut être modifié et partagé là, à tout vent, selon certaines restrictions. Donc ça, c'est les outils qui sont présentement disponibles sur le site web, mais il y en aura d'autres. Dès l'hiver prochain, vont s'ajouter à ça une illustration qui va porter sur la précarité financière des personnes étudiantes au cycle supérieur, donc maîtrise et doctorat plus particulièrement.
Et on va également créer une bande dessinée qui va venir un peu là, vulgariser les impacts du stress financier sur la réussite étudiante. Donc, on est en train de concocter ça avec certains collaborateurs, collaboratrices, donc à suivre à l'hiver prochain. Et comme vous le voyez à l'écran, ben, en surplus de tout ça, on a une sélection de références et de ressources complémentaires qui sont également disponibles sur notre site Web si vous avez besoin de plus d'idées pour vous lancer dans les actions concrètes. Et finalement, on a une première activité qui va avoir lieu le 20 novembre prochain, donc de 13h30 à 15h, sous la forme d'un webinaire qui va porter sur le développement d'une littératie financière étudiante pour contrer le surendettement. Donc, il va être notamment question de comment redonner du pouvoir aux populations étudiantes quant à leur situation financière personnelle, et aussi comment favoriser l'accès, la persévérance et la diplomation en prévenant le surendettement. Donc, comme il est traité dans le dossier, l'endettement, c'est certaines personnes peuvent y échapper lorsqu'on est très chanceux, chanceuse, mais la plupart, ça va être la réalité de la plupart des personnes étudiantes. Donc, de quelle manière on utilise l'endettement à bon escient et comment on essaie d'éviter des situations de surendettement. Donc, on va avoir la chance là, d'accueillir tout un beau panel pour ce webinaire-là. Donc, je vous les présente. On va avoir Jacinthe Cloutier, qui est professeur en sciences de la consommation à l'Université Laval. Yann Martel, qui est à la fois conseiller à l'aide financière à l'Université du Québec à Trois-Rivières et également président de l'Association québécoise des responsables d'aide financière aux étudiants. Et on va avoir également Isabelle Nouyen, qui est enseignante en technique de services financiers et d'assurance au Collège Montmorency. Donc, ces trois personnes-là ont une perspective là, très riche sur les notions de littératie financière étudiante, d'endettement, d'aide financière aux études et vont venir nous entretenir un peu de la situation actuelle, de leur point de vue, mais également de pistes d'action, de pratiques inspirantes qui vont, je l'espère, vous inspirer à mettre des initiatives en place dans vos milieux. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, vous pouvez balayer le code QR pour vous inscrire. C'est gratuit, évidemment. Vous pouvez aussi également passer par le site Web pour vous inscrire et recevoir le code pour le webinaire. Il y a une activité de mobilisation aussi qui est en préparation pour l'hiver prochain. Donc, lorsque ce sera prêt, tous les détails vont suivre en temps et lieu. Donc, ça clôt un peu ma partie. Donc, merci pour votre attention et je recède la parole à ma collègue Mélissa. Merci beaucoup, Audrey. Donc, c'est maintenant l'heure de la période de questions. Ceux et celles qui souhaitent intervenir de vive voix, vous pouvez le faire. Vous avez seulement à lever votre main via l'icône réaction en bas de votre fenêtre. Vous pourrez alors ouvrir votre caméra et votre micro. Nous vous demandons bien sûr de les refermer par la suite. Les questions peuvent aussi être posées dans le clavardage et les personnes qui souhaitent intervenir sont invitées à se nommer, à mentionner leur titre ou occupation et leur établissement ou organisation. Donc, on a une première question de vive voix, Jason Rivet. Donc, je vous invite à ouvrir votre micro, votre caméra. Oui, bonjour. Jason Rivet, directeur général de l'Association générale des étudiants hors campus de l'UQTR. En fait, dans les différents éléments que vous avez mentionnés, on fait mention, par exemple, de développer des outils, de la littératie, etc. Mais on n'a pas forcément mentionné qu'est-ce qui se fait déjà. On peut penser, par exemple, au programme Mes finances, mes choix, des Carrefour Jeunesse Emploi, qui s'adresse justement à des publics jusqu'à 25 ans et qui est financé par le Mouvement Desjardins. On peut penser, par exemple, aux coopératives d'économie familiale qui font aussi de la prévention, etc. Est-ce que le milieu universitaire et collégial utilise bien ces ressources-là et les réfère bien aux populations étudiantes? Et est-ce que justement, il ne pourrait pas y avoir des synergies de développer des outils avec ces acteurs déjà présents plutôt que de partir du néant, si je puis dire, à ce niveau-là?
Ben, bonjour, je vais répondre. Donc, ben, c'est une excellente question. C'est certain que je ne suis pas en mesure de vous dire à quel point ces outils déjà préparés-là sont utilisés selon les établissements puis dans l'ensemble des initiatives là, en littératie financière. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que notre rôle à Relorès, c'est justement d'être ce lieu-là de convergence où on peut retrouver l'information. Fait que l'idée, c'est certain qu'un des objectifs avec l'idée de développer un dossier sur un sujet comme ça, c'est de rassembler l'ensemble de l'information puis des outils qui peuvent être utiles aux gens dans les milieux. Donc, les initiatives dont vous parlez, évidemment, on est très intéressé à pouvoir les documenter puis à pouvoir les diffuser ou en tout cas les mettre en de façon accessible à l'ensemble des gens des niveaux des cégeps et des universités. Donc, ben, concrètement, je vous inviterai à entrer en contact avec nous s'il y a des initiatives particulières que vous pensez qui seraient pertinentes, vous, là, M. Rivet, ou l'ensemble des autres personnes qui nous écoutent. Donc, s'il y a des initiatives, on en a identifié, évidemment, puis on y travaille toujours. On ne peut pas, évidemment, en faire 50, là, donc on doit faire un choix. On en a déjà documenté quelques-unes là, dans nos pratiques inspirantes ou parfois dans les pistes ou dans les initiatives qui existent déjà, mais on n'a pas la prétention de dire qu'on a fait une évaluation exhaustive. Donc, tout ce qui, selon vous, serait pertinent, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous, puis on pourra les ajouter. Puis c'est certain que le concept de littératie financière ou de programme de littératie financière, on est parti de programmes qui existaient dans d'autres universités pour essayer de voir les leçons apprises ou en tout cas les éléments importants, justement pour pas qu'un établissement qui est intéressé à développer ça reparte complètement de zéro. Mais je pense que dans tous les cas de ce type d'initiative-là, de repartir d'outils déjà existants, ben, c'est une bonne pratique, là. Donc, si on peut les ajouter, ça va nous faire plaisir. Fait qu'hésitez pas à nous alimenter sur le sujet. Merci beaucoup pour la question. On a une question du clavardage. Donc, de quelle manière le dossier proposé par l'ORES peut-il guider le personnel professionnel dans ses pratiques concrètes? Donc, je passe la parole à mes collègues. Je vais commencer de façon large, puis Audrey, je vais te passer la parole, je pense, ensuite. Mais comme on vous le disait, si vous allez voir là, déjà dans le dossier qui est disponible en PDF et aussi en HTML, à la fin de chaque enjeu, on a vraiment une section sur les pistes d'action. Encore une fois, on n'a pas la prétention non plus d'être complètement exhaustif. Il y en aurait sûrement d'autres à ajouter. D'ailleurs, souvent dans les activités en cours d'année, lorsqu'on anime un dossier, c'est souvent l'occasion justement durant des webinaires ou durant d'autres ateliers d'ajouter des pistes d'action supplémentaires là, en présence de l'ensemble des gens qui sont là. Cela dit, dans celles qui sont disponibles sur le dossier, elles sont souvent référencées à partir d'études ou d'écrits déjà existants. Donc, ça nous permet justement d'aller rechercher l'information à sa source. Et puis donc, à l'intérieur de ces pistes d'action-là, comme le disait Audrey tout à l'heure, elles sont souvent divisées par, je dirais, corps professionnel. Donc, ça permet d'aller davantage à son niveau par rapport à ses mandats. Donc, je dirais ça. Puis l'autre chose peut-être que je dirais, c'est justement, en fait, je suis contente qu'on nous pose la question parce que c'était un des objectifs qu'on avait dans le dossier, de faire comprendre aux communautés des cégeps et des universités que la question de précarité financière, c'était pas seulement une question qui s'adressait ou à laquelle devaient répondre les conseillers et conseillères à l'aide financière aux études, mais que c'était un sujet puis un enjeu qui concernait tout le monde dans nos établissements. Parce que justement, c'est pas une fatalité, puis c'est pas quand on est étudiant, on est pauvre, puis ben, c'est la réalité, puis on est pauvre pendant les années où on étudie, puis après ça, ben, on commence à travailler, puis tout rentre dans l'ordre, mais plutôt de dire les implications, l'impact concret que ça pouvait avoir et que donc, c'est l'objectif dans notre dossier de sensibiliser au niveau général l'ensemble de ceux et celles qui travaillent en enseignement supérieur sur l'impact que ça peut avoir dans leur travail et dans leur mandat.
Donc, j'espère qu'on y est arrivé humblement, là, puis je pense que quand même que vous allez trouver au travers des différentes sections peut-être des idées justement pour comment lier, mais déjà d'avance, au premier niveau, c'est de se rendre compte justement que l'étudiant qui est devant nous, cette question-là de précarité financière est peut-être existante chez lui, chez elle, puis que ça a un impact sur sa capacité à étudier, à comprendre, à l'ensemble de l'œuvre qui le mène à la réussite. Donc voilà. Je ne sais pas, Audrey, si tu veux ajouter quelque chose, là, mais j'ai parlé Peut-être. plus que... Non, non, ça va rapidement. Ben, c'est ça, je le vois vraiment comme un continuum au sens où le dossier qu'on lance aujourd'hui, puis certains outils sont plus du type ont l'objectif d'avoir un langage commun autour de la réalité de l'accessibilité financière aux études. Donc, c'est un peu le début du parcours, mais dépendamment de où les équipes des établissements sont rendues, ben, tu sais, quand je vous parlais tout à l'heure de l'activité de mobilisation de cet hiver, ben là, ça va être pour des équipes qui sont déjà rendues plus loin, là, tu sais, sont rendues à mettre des choses en place, quelque chose d'adapté à leur réalité. S'il y a un thème là-dedans, là, par exemple la sécurité alimentaire qui les intéresse davantage, ben, vont pouvoir commencer vraiment à y aller dans le concret, là, puis à mettre des choses en place, se fixer un petit plan d'action. Donc, c'est le but, dans le fond, tout au long des activités, là, le but, c'est de s'approprier un peu les différentes notions et les différents enjeux pour éventuellement arriver à l'action. Donc, on s'ajuste, là, évidemment, s'il y a des besoins dans certains milieux, ben, faites appel à nous, puis on pourra vous aider ou vous rediriger selon le besoin. Voilà. Donc, on a une autre question de vive voix, Maude Cahouette. Donc, je vous invite à ouvrir votre caméra et votre micro. Merci. Bonjour, est-ce que vous me voyez, vous m'entendez? Oui, Tellement. oui. Ben oui, donc bonjour, moi je m'appelle Maude, je travaille au Carrefour Jeunesse Emploi Chauvois, Loretteville, à Québec. Donc, c'est un peu pour faire du pouce sur ce qu'on a dit là, par rapport à mes finances, mes choix, parce que moi je suis formatrice mes finances, mes choix, là, donc je m'en vais dans les écoles, dans les organismes, puis j'y donne. Puis c'est juste pour faire un petit complément d'information parce que moi, depuis le début, je vous écoute là, sur le programme de littératie financière que vous voulez mettre en place. Puis c'est copier-coller vraiment sur ce que mes finances, mes choix peut offrir. Fait que c'est sûr que ce serait intéressant de passer le mot là, si jamais, tu sais, parce que c'est ça, c'est vraiment une belle ressource qui existe, c'est gratuit, puis c'est pas tout le monde qui connaît ça, là. Donc, tu sais, par exemple, on parle du budget, on parle du crédit, comment ça fonctionne, on parle du surendettement, comment se sortir du surendettement, on regarde les trucs pour économiser à l'épicerie, le transport, partir en appartement, les forfaits cellulaires. On parle de vraiment plein de choses. Puis c'est un programme qui est vraiment là, monté pour les 16-25 ans. Donc, tu sais, moi, je lance ça dans l'univers. Puis s'il y en a que ça peut intéresser ou que ça peut déboucher sur quelque chose, tant mieux. Mais moi, je trouvais ça important. Tu sais, je voulais mettre mon petit grain de sel là, par rapport à mes finances, mes choix. Je suis contente que quelqu'un en ait parlé parce que c'est vraiment un beau programme. C'est vraiment collé sur la réalité des étudiants puis ce que vous voulez faire, le mettre en place. Ben, merci, Merci. Maude. En fait, Ah, j'ajouterais, excuse-moi, Mélissa, mais je pense que vous envoyez ça dans le bon univers. Là, on est, là, je regarde 170 présentement. Évidemment, c'est pas nous. Nous, à l'horaire, on le suggère, mais c'est pas nous qui avons la capacité de mettre en œuvre dans les établissements. Mais l'ensemble des 170 personnes qui vous écoutent, c'est leur rôle, donc peut-être. Donc, je pense que c'est déjà un bon endroit, mais on en prend note, nous aussi, puis on va très certainement voir de quelle façon s'assurer que l'information circule. Donc, merci beaucoup pour votre commentaire. merci à vous deux. Effectivement, c'est un programme très pertinent. Donc, une question dans le clavardage maintenant. Est-ce qu'il a été envisagé de faire un pont avec le cours éducation financière qui est offert en 5e secondaire au secteur jeune pour outiller aussi les étudiants et étudiantes en amont? Comme plusieurs personnes étudiantes quittent leur milieu familial pour les études supérieures, cela pourrait être pertinent comme piste d'action. Oui, ben, je pense que je répondrais un peu de la même façon que pour le programme là, Mes finances, mes choix. Je pense que c'est une très bonne avenue à garder en tête puis à diffuser pour notre part. Là. Donc, c'est pas un programme que je connaissais personnellement, mais j'en ai déjà pris note. Puis évidemment, si vous avez d'autres informations à nous donner, n'hésitez pas à nous les transmettre, puis on va s'assurer de diffuser l'information pour tous ceux et celles qui seraient intéressés à lancer ce type d'initiative-là dans leur établissement. Merci, Julie. Euh,
Je sollicite ma collègue Karine. Bon, voilà. Donc, une autre question du clavardage. Au fil du temps, y aura-t-il d'autres pratiques inspirantes sur le thème de l'accessibilité financière aux études qui seront ajoutées? Une très bonne question. Ben, on espère, mais vas-y, Audrey. Oui, ben voilà, c'est ça, on débute le dossier avec deux, mais le répertoire de pratiques inspirantes là, qui porte sur une foule de sujets là, sur notre site web, ben, il est appelé à se bonifier en cours d'année. Donc, on a une collègue là, qui s'occupe justement de la veille, donc qui est vraiment sur le radar là, pour cibler des pratiques inspirantes, puis en faire des comptes rendus. Donc, oui, c'est très possible là, qu'il y en a qui s'ajoutent là, au fil du temps dans le dossier. Je ne sais pas si Julie t'allais dans le même sens que ma réponse. Ben oui, on allait dire la même chose. Donc, évidemment, puis en fait, je dirais, j'en profiterais, comme on parle des pratiques inspirantes, pour quand même mentionner à ceux qui ne connaîtraient pas cette section-là de notre site web, il est présenté sous forme de répertoire, ce qui fait que, bon, là, il y a la question de l'accessibilité financière, mais on en a, comme on traite de réussite au sens large, il y a évidemment des pratiques inspirantes sur plein d'autres sujets. Puis quand vous allez voir, par exemple, pour vous y inspirer, vous pouvez faire une recherche par ordre d'enseignement, donc pour des pratiques inspirantes davantage du collégial ou de l'universitaire, mais aussi par thématique ou par sujet. Donc, évidemment, là, on n'en a pas 500, on en a plus de 40 quand même pour l'instant. Donc, ça permet de faire ce genre de recherche-là. Puis, évidemment, on souhaite bonifier. Donc, encore une fois, quand vous avez de bonnes expériences, on le fait parce qu'on le fait toujours en collaboration, en fait, avec l'établissement ou l'équipe ou le groupe de personnes ou la personne qui a mené l'initiative parce qu'on veut documenter comme il faut, puis évidemment essayer d'en faire un peu une analyse puis que ce soit fidèle à ce qui s'est vraiment passé. Donc, on le fait en collaboration avec les gens du milieu. Donc, si la chose vous intéresse, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Mais c'est certain que l'ensemble de notre équipe cette année, que ce soit en veille, que ce soit pour les pratiques inspirantes, mais aussi pour l'animation des activités et tout ça, c'est sûr qu'on est concentré donc, notre majeur de l'année, c'est sur ce dossier-là de l'accessibilité financière pour en faire parler le plus possible. Donc, on espère en amener d'autres en cours d'année. Merci Julie, merci Audrey. Donc, une question de vive voix, Geoffroy Boucher. Oui, bonjour. Je m'appelle Geoffroy Boucher. Je suis économiste à l'Observatoire québécois des inégalités. Tout d'abord, merci pour ce dossier fort intéressant. Le volet sur l'actualisation du programme d'aide financière aux études est particulièrement intéressant. Vous suggérez de reconsidérer la durée des études reconnues, de mieux reconnaître l'hétérogénéité des parcours et de travailler sur la complémentarité des programmes d'aide financière. Mais je me demandais, est-ce que vous recommandiez aussi de revoir les montants prévus au programme d'aide financière aux études, notamment ceux liés aux frais de subsistance pour pallier aux enjeux d'insécurité alimentaire et de logement que vous soulevez? Oui, je l'ai pas sous les yeux, là, mais je sais de mémoire que, en fait, je pense que ça se situe dans les pistes d'action sous les autres enjeux aussi, c'est-à-dire sous les enjeux de la sécurité alimentaire puis du logement abordable, où on mentionne en lien avec justement le programme d'aide financière aux études, de réviser ça pour que ça soit plus fidèle aux besoins actuels de la situation, là, dans le contexte actuel avec l'inflation puis la hausse de la vie. Donc, oui, ça fait partie des pistes d'action. On n'a pas Merci. chiffré, là, mais c'est une piste d'action générale parce qu'on n'est pas économiste de notre côté, mais on n'a pas chiffré, mais c'est une piste générale. Merci beaucoup. On a une autre question du clavardage de Olivier Spénard du Collège d'Allemand et rédacteur aussi pour le portail du réseau collégial. Donc, pour la réussite au collégial et étant donné que la situation de précarité alimentaire, de logement, entre autres, est-ce que le programme des prêts et bourses devrait rendre plus accessible le sport et permettre à des étudiants et étudiantes de mener à terme leur double projet de sport-études? Les cégeps n'ont pas le droit d'aider les étudiants athlètes directement ou indirectement. L'article 11 du RSEQ, ce qui avait été fait pour ne pas créer des inégalités, mais je vois un trou béant entre le secondaire et l'universitaire dans la pratique d'un sport à l'école. C'est une question bien spécifique. Je trouve que c'est une bonne piste de réflexion.
très certainement. La réponse courte, c'est qu'on ne traite pas spécifiquement de ça dans le dossier. Je pense qu'on est à un niveau plus macro. Encore une fois, c'est un dossier de vulgarisation. Donc, il y a vraiment des choix difficiles parfois à faire lors de la rédaction d'un dossier comme ça parce qu'on s'adresse comme vous voyez, là, à des populations très variées, à des ordres d'enseignement variés aussi. Les enjeux sont distincts au collégial, à l'universitaire, selon différents types de populations. Puis les mandats sont distincts aussi au sein des professionnels et de l'ensemble des gens qui travaillent en enseignement supérieur. Donc, comme on ne veut pas faire des dossiers de 150 pages non plus, puis qu'on veut passer des messages précis, bien, on est obligé de faire des choix. Donc, on va rarement dans des trucs spécifiques comme ça, mais je pense que c'est une piste de réflexion intéressante. Puis je renverrai encore une fois à la salle, à l'auditoire cet après-midi là, pour dire, ben, il y a une piste de réflexion, une réflexion à avoir peut-être sur certains points particuliers. Mais ce que je peux vous dire de façon générale, c'est que je sais que présentement, le programme d'aide financière aux études, il y a une réflexion justement sur son actualisation, là, d'où notre intérêt à en faire quelques propositions. Donc, ça pourra en être une autre. Voilà. Je m'excuse de ne pas pouvoir répondre plus spécifiquement à la question, là, mais merci. Merci beaucoup. Le temps file. Est-ce qu'on a une autre question? Je pense que oui. Une dernière question pour terminer rapidement. Au fil des prochains mois, est-ce qu'il y aura d'autres outils proposés dans le coffre à outils du dossier? Je passe la parole à Audrey. Oui, ben effectivement, là, comme je l'ai mentionné, présentement, il y a un certain nombre d'outils là, dans le coffre à outils qui sont disponibles dès aujourd'hui, dès le lancement. Il va y en avoir d'autres. Il y en a déjà d'autres qui sont prévus, là, qui sont en train d'être conçus, donc qui vont être disponibles à l'hiver. Donc, l'illustration là, sur la situation plus particulière des personnes étudiantes au cycle supérieur, maîtrise, doctorat, et la bande dessinée sur les impacts du stress financier sur la réussite étudiante. Donc, c'est les deux qui sont dans le collimateur. Il n'est pas exclu qu'au fur et à mesure qu'on avance, qu'on rencontre les gens, on va peut-être avoir des demandes spécifiques, des besoins qui émergent parce qu'on est aussi en contact là, avec certains regroupements étudiants là, comme l'UEC ou la FEC. Donc, bref, il est possible que ce soit appelé à être bonifié. Donc, pour l'instant, les deux que j'ai annoncés, c'est ceux qui sont déjà prévus au calendrier, mais c'est possible aussi qu'il y en ait d'autres au fil de l'année qui s'ajoutent à l'offre. Donc, surveillez le coffre à outils ou les réseaux sociaux, là, ça va être diffusé lorsqu'il y a des nouveaux ajouts. Voilà. Merci beaucoup, Audrey. C'est maintenant l'heure de conclure. Malheureusement, le temps manque pour d'autres questions. Je vois que le clavardage a été actif. Merci à tous ceux et celles là, qui sont intervenus ou qui ont posé des questions aussi de vive voix. Donc, au nom de l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur, je remercie toutes les personnes qui ont assisté à l'événement. Je vous invite bien sûr à consulter notre dossier thématique via le lien qui a été partagé notamment dans le clavardage. Le dossier est disponible sur notre site web au horesquebec.ca. Vous recevrez sous peu un questionnaire d'appréciation du lancement. Merci de prendre quelques minutes pour le remplir. Vos réponses nous aideront grandement à améliorer nos activités. Pour connaître toutes les actualités de l'horaire, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, à consulter notre site web et à vous inscrire à notre infolette. Merci, bonne journée.